Au revoir, Au Loris. revoir. Est-ce que Pierre est arrivé, le troisième invité, dans la foulée? Il est Oui, là. Il va nous parler. Pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce qu'on n'en avait même jamais trop parlé. Moi, je connaissais pas trop les sujets de monnaie numérique alternative. Donc, on connaît les bitcoins avec les crypto-monnaies et tout ça. Mais il y a beaucoup de monnaies alternatives. Si on avait fait des reportages, Adrien, on avait fait un François sur la June à l'époque. Et toi, tu as un avis. C'était un avis intéressant parce que tu t'y connais là-dessus. Donc, j'aimerais bien qu'on écoute Pierre et que tu donnes ton avis sur la question, puisque lui, il parle beaucoup de Monero, qui serait une monnaie, tu connais, qui est une monnaie alternative qui aurait euh, peu de biais finalement, comme on pourrait le dire. Est-ce que Pierre est ici? Ah voilà, Pierre du collectif Sortie de Banque. Dany? Je suis expert dans le domaine, donc T'es expert, si on peut super. aussi- Bah écoutez la bande Allons-y. d'experts. Je vous propose qu'il y ait Pierre du collectif Sortie de Banque qui parle, qui nous présente ce qu'est Monero. On avait dit une quinzaine de minutes, et puis ensuite, justement, vous pourrez. Ça sera intéressant d'avoir vos deux avis tous les deux. Avec plaisir. T'as combien de spécialités, Dany? Parce que chaque fois que je te dis un sujet, tu me dis j'étais formé là-dessus. Ah, en fait, Il y a 15 oui, doctorats. c'est vrai qu'on m'a pas présenté. Mais en fait, moi, Si je te dis tu traînais dans le bureau. ouais, je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur et artiste. Je suis organisateur d'événements culturels et j'ai aussi une maison de disques. Je suis président d'une maison de disques. Magnifique. Et ma formation, c'est l'économie. Donc j'ai un master en économie et donc le sujet de la finance, de l'économie, de la crypto-monnaie notamment, c'est vraiment des domaines dans lesquels j'évolue tous les jours en fait. Comment ça s'appelle? Tu veux parler de tu veux dire le nom de ton Ouais, label? je peux donner. C'est Angelivision. Angelivision. C'est l'un des premiers labels en France qui permet justement de devenir coproducteur de musique avec nous, parce que c'est vrai que on a une vision très fermée en fait de la musique et notamment de son financement. On voit toujours ce producteur de musique qui est généralement des majors comme Sony, Universal Music, etc., qui sont des gros monstres. Et en fait, on peut financer la musique avec d'autres moyens, et notamment la crypto-monnaie et la blockchain surtout. Pas mal, bouge pas. On en reparle juste après Pierre. Je me permets de te censurer, vu que c'est la journée de la c'est l'émission de la censure. C'est raccord. Pierre, du collectif Sortie de Banque, comment vas-tu? Merci. Et parle-nous. Tu as aussi un événement toi, bonsoir. qui arrive fin octobre, je crois. Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? Ouais, magnifique. Ouais, super. Bonsoir tout le monde, merci de me donner la parole justement sur le sujet de la censure là. Pierre du collectif Sortie de Banque, voilà, ça s'écrit tout attaché comme ça sur Twitter, YouTube, Telegram, tout ça. Et nous, notre but, c'est justement de résister à la censure, mais pas de la censure des mots, en tout cas pas en priorité, mais la censure des finances, parce que c'est aussi un point important de la nébuleuse résistante. Ça a commencé, une des premières qu'on a beaucoup entendu parler, c'était les truckers, le convoi des camionneurs au Canada. Et voilà, et ce jour-là, on avait vu qu'il y avait eu quelques petites tentatives de résistance financière, mais c'était très mal fait. C'était très, c'était un peu débutant. Et nous, on a essayé de construire vraiment quelque chose qui était résilient. Mais c'est pas que en opposition à la censure, c'est aussi tout simplement parce que la France économiquement ne va pas très bien pour plein de raisons. Ils ont volé l'argent à de multiples niveaux. Et l'idée, c'est comment on reconstruit un nouveau paradigme économique pour que, en fait, tout simplement, on puisse rebâtir économiquement la France. Alors évidemment, ça démarre assez bas, faut recommencer au niveau local. Mais après, depuis 3 ans, ça commence à porter des fruits sympathiques. En gros, on a regagné en pouvoir d'achat, on ne s'est pas fait censurer nos cagnottes, on a aidé un maximum de citoyens qui le voulaient bien. Magnifique. Donc c'est un peu ça notre action. Donc Sortie de Banque, et le site internet c'est banque-exit.org où vous retrouvez tout. Donc banque BANK, c'est en anglais, banque-exit.org. Et alors, Voilà. sur Monero, parce que toi, c'est fascinant, et aujourd'hui, il y a beaucoup, face à la monnaie numérique qui arrive, qui est poussée par l'Union européenne. On en avait parlé dans un autre entretien, toi et moi. Tu me disais, en fait, tout le monde parle de l'espèce aujourd'hui, il faut revenir à l'espèce, mais tu dis, l'espèce, t'es pas indépendant, puisque l'espèce est produite par les banques. Donc, tu restes dépendant des banques. Et toi, donc, parle-nous de Monero, pour lequel tu penses Ouais. que par rapport à la June, il y a même moins de biais de traçabilité. Oui, tout à fait. En fait, malheureusement, le cash euro, je parle des espèces en euros, ne sont pas souveraines parce que d'une part, on n'a même plus le contrôle, c'est beaucoup à Bruxelles, etc., la BCE, tout ça. La Banque de France est devenue juste un intermédiaire
figuratif presque, j'ai envie de dire. Et donc, d'une part, on a à peine le contrôle français, mais surtout, on n'a même pas le contrôle au niveau citoyen. Donc, c'est-à-dire que si moi j'essaye d'imprimer des billets en euros, ça va mal se passer. Et n'importe lequel d'entre vous, je vous souhaite pas de le faire. Donc, à partir de là, ça veut dire que c'est pas souverain. Souverain au sens citoyen, et même pas souverain au sens de la nation finalement. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, eh ben, les billets de banque, ils sortent à partir de distributeurs de banque ou bien en demandant au comptoir de notre banquier, mais ils le retirent de plus en plus. Et en fait, même si la France se met d'un coup à en vouloir à fond, eh ben, on est dépendant, on est tributaire de ces comptoirs et de ces distributeurs automatiques. Donc, à partir de là, c'est une impasse. En fait, malheureusement, les espèces euros, hein, je parle des espèces euros, sont une impasse. Et en fait, on en perd. Alors, je crois que c'est entre 4 et 7% par an du nombre de distributeurs qui réduit. Donc, bah voilà, on tend vers zéro. Et donc, c'est une impasse. Donc, la question, c'est comment nous, citoyens, on peut avoir une solution long terme. Et en fait, la solution n'est pas unique, mais elle est multiple, mais elle inclut vraiment l'intraçabilité par défaut, la décentralisation, parce qu'évidemment, si c'est une association qui tient, j'en sais rien, le nouveau franc, par exemple, eh bien, il débarque, il ferme l'association et c'est terminé. Et donc, il faut que ça soit décentralisé et que ça soit très résilient. Et en fait, dans toutes les solutions qui existent, que ce soit des solutions hors argent ou des solutions plus numériques comme la crypto-monnaie, il y en a que très très peu qui répondent à ce cahier des charges d'être résilient et intraçable par défaut comme le cash. Et c'est le cas de Monero. Monero, c'est une des très rares crypto-monnaies où si je t'envoie 20 euros ou 100 euros ou 10 000 euros en Monero, eh bien, il n'y a que toi et moi qui sommes au courant de la valeur qui a été envoyée, exactement comme si je t'avais donné des billets de banque classiques de main à main, avec l'avantage en plus que ce soit auditable, enfin bref. Et donc voilà, et donc c'est vraiment Monero, c'est cette intraçabilité par défaut, parce que si on va sur toute autre solution, que ce soit du Bitcoin, éventuellement de la June ou n'importe quelle crypto, à 99,5%, elles sont traçables, hyper traçables. Tout le monde peut voir ce qui se passe. Et donc, eh ben, ça va amener, ça a déjà commencé à amener à plein de dérives, type euro numérique, c'est-à-dire bah, ils s'amusent à tracer, mais aussi type bah, la personne a eu la chance de s'enrichir. Je le souhaite à tout le monde. Et, eh ben, on se rend compte qu'elle a pas mal d'argent sur son compte puisque tout est public. Et à ce moment-là, bah, ça va tenter certaines personnes mal intentionnées de venir extorquer de l'argent. Donc, le droit fondamental, c'est mon argent n'est pas tracé, il peut être audité sur demande très explicite, etc., sur ma propre volonté, je fournis les preuves, mais il n'est pas tracé et il n'est pas visible publiquement, ce qui permet la vie privée la plus évidente. Très intéressant. On rappelle que tu n'as pas de lien avec Monero. Oui, C'est toi, tu tout es à fait. juste dans le collectif sortie de banque. Il y a Ouais. Quelles sont les réactions pour l'instant dans le chat Minute? Parce que je sais que c'est un sujet qui fait souvent peur. Les gens se disent crypto. Et on l'a vu, tu as mis en commentaire tout à l'heure quelqu'un qui a dit je travaille dans la cybersécurité, il faut arrêter avec les crypto-monnaies. C'est vraiment. Il y a beaucoup de véhémence là-dessus. Exactement. Bah, Parce que- Attends, ouais. En fait, si attends, Milou, quelqu'un il a une va faire meilleure remonter. solution, moi je suis ouvert. Justement, j'ai pas de conflit d'intérêt là-dessus. Nous, on a fait une démarche vraiment très rationnelle, très pragmatique. Voilà les problèmes. On a fait une présentation. Ça fait 3 ans hein, qu'on la pousse, donc depuis le temps, ça a été challengé. Et voilà les problèmes, voilà les solutions. La crypto, en l'occurrence Monero, n'est pas une solution absolue qui résout tout. Elle a des inconvénients, notamment elle dépend d'Internet. Donc s'il coupe Internet 2 ou 3 jours, eh bien évidemment, c'est en pause à ce moment-là. Bon, ok. Et à ce moment-là, on propose plutôt d'utiliser des pièces d'argent, des francs semeuses, pour des cas vraiment de scénarios très dégradés, où là, on peut aller au marché, faire nos courses en pièces d'argent éventuellement. Et puis dès que Internet revient, parce que Internet doit revenir, sinon la France est vraiment dans un chaos, mais atomique, à ce moment-là, les transactions reprennent et on peut rééchanger avec Monero. Comme maintenant 65 commerces en France qui acceptent Monero et 300 en tout si on inclut Bitcoin aussi, donc ça se démocratise beaucoup. J'ai une question. Ouais, Lazare. La monnaie Monero, donc dans l'idéal, elle serait basée sur les talons or. Alors actuellement, elle est basée sur elle-même, hein, d'accord? Elle n'a pas de collatéral à part elle-même, comme l'or dépend juste de l'or. Maintenant, on pourrait imaginer d'aller plus loin dans le futur. Une fois que ça se développe, on pourrait se dire, bah, le nouveau franc, ou le franc 2, je sais pas, il faudra trouver un nom, le franc 2 serait basé sur différentes collatéraux qui seraient de l'or, qui seraient peut-être de l'argent, qui seraient peut-être du Bitcoin, qui seraient peut-être du Monero et d'autres choses qui ont de la valeur en France, etc. Et là, on crée vraiment quelque chose qui serait beaucoup plus souverain, beaucoup plus moderne aussi, parce que l'or, ça a plein d'inconvénients au niveau étatique,
et on pourrait à ce moment-là retrouver des espèces, cash, numériques, hybrides, peu importe, mais on aurait le contrôle dessus. Et le Bitcoin qui est connu là-dessus, qu'est-ce que tu penses du Bitcoin par rapport à Monero et la June en général? Bitcoin, c'est vraiment, vous imaginez l'or. L'or, ça a été fait surtout pour stocker de la valeur. Ouais. Si vous voulez aller au marché pour aller acheter des radis ou des carottes avec des pièces d'or, vous allez voir que c'est très compliqué parce qu'il faut gratter des poussières, il faut que le commerçant il la teste, etc. Donc ça a beaucoup trop de densité de valeur. Donc l'or, c'est pour plutôt stocker et l'argent plutôt pour dépenser, hein. C'est ça un peu historiquement, ce bimétallisme. Et bien en fait, vous voyez la même chose avec Bitcoin et Monero. Pour nous, hein, c'est notre vision, maintenant on est 6000 à porter un peu ça. Bitcoin, ça va être plutôt de l'or, ok. On peut faire des autres échanges avec, mais c'est un peu plus de frais, etc. Et puis c'est hyper traçable, hein, vraiment. C'est-à-dire que quand vous payez le commerçant pour la botte de radis, il peut voir potentiellement ce qu'il y a sur votre compte. Donc c'est un peu gênant. Et Monero, c'est vraiment je dépense 1 centime de frais qui reviennent au réseau mondial et c'est tout. Ils sont chauds, ils ont des questions, Xavier Azalbert et notre Dany National. Est-ce Allez-y, que allez-y. juste avant, est-ce que tu as un dernier point avant que, ou tu as pu finir ta première Juste présentation parler dessus? de cet événement, j'invite vraiment tout le monde. On essaye d'ouvrir un maximum les chakras sur la partie des solutions monétaires alternatives. Le 24, 25 et 26 octobre, donc dans un mois en fait, dans un mois, on propose la première assemblée sortie de banque française. Et donc, en fait, c'est 3 jours, enfin plutôt vraiment le samedi, mais vraiment c'est sur un peu 3 jours. Vraiment, on va mettre que des solutions concrètes en place. Ceux qui veulent, ils viennent carrément avec l'ordinateur qu'ils ont ou même leur téléphone, et on va vraiment installer ce qu'il faut et découvrir la palette des solutions qui existent parce que ça va de la monnaie locale, qui est billets, papier, etc., jusqu'à Bitcoin, en passant par Monero, la June et les métaux précieux. Vous voyez, en fait, c'est vraiment comment nous, citoyens français, sans parti politique, uniquement en tant que bénévole, on vient et on se met tous d'accord pour se parler et aller dans une même direction. Et vous avez toutes les infos sur banque-exit.org/ASDB pour Assemblée sortie de banque, ASDB. Voilà, Magnifique. donc vous êtes les bienvenus. Voilà. Xavier et Dany, qu'est-ce que vous pensez justement de ces potentielles monnaies alternatives où on sort de l'argent des banques actuelles pour aller les mettre dans d'autres monnaies alternatives justement? Xavier ou Dany? Alors, Xavier. moi, j'aimerais faire un commentaire. C'est très intéressant, tous ces sujets, surtout quand on fait l'histoire de la monnaie. Mais il y a un point fondamental qu'on n'évoque jamais assez, c'est cette notion de confidentialité. Et cette notion de confidentialité, de la même manière qu'en santé, nos données de santé sont confidentielles parce qu'on a droit au secret médical. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, avec toutes les crypto-monnaies, il apparaît qu'on perdait cette confidentialité. Et je pense que c'est important d'avoir, il ne faut pas confondre d'être propriétaire de ces données, d'avoir la confidentialité conférée à ces données, avec le fait d'avoir un devoir de transparence si on nous le demande. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Et quand on entend Ursula von der Leyen, qui, quand on lui demande ses SMS et les échanges qu'elle a fait, elle dit « j'ai le droit à la vie privée ». Et donc, elle invoque ce droit à la vie privée. Eh bien, la santé financière de quelqu'un, comme sa santé médicale, nous avons le droit à la vie privée. Et cet élément-là est un élément fondamental qu'on n'évoque jamais assez. Le nombre de pièces d'or qu'on a chez soi, bien, c'est son secret. Ça fait partie. Et le secret fait partie de la vie. Il y a une psychologue qui s'appelle Anne de Fourmentel qui a écrit un livre sur les secrets. Et le secret financier en fait partie. Et il faut jamais oublier que ces éléments-là, garder un secret, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas transparent. Ça veut dire qu'on a envie de le garder pour soi. Et ce qu'a fait la Bitcoin, c'est ça a consacré la transparence au rang excessif. Et du coup, la transparence, ça donne le contrôle. Et il ne faut pas confondre transparence et contrôle, parce que, moi je dis souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein, c'est une chose il faut se le donner. Et ça, c'est un point que je pense qu'on doit, quand on parle de la devise, on doit parler de cet élément-là. Après, sur la devise, sur les paniers de devises, alors que ce soit la Bitcoin, que ce soit toutes les crypto-devises et tout ce qu'il peut y avoir. Chacun a son objectif, chacun a sa finalité, chacun va avoir son modèle. Ce que ça crée, c'est ça crée de la complexité. Donc je pense que déjà, une conférence telle qu'il l'organise, ça permet aux gens de se former. Parce que, si vous vous souvenez, quand on est passé de l'ancien franc au nouveau franc,
qu'est-ce qu'ont fait nos grands-parents? Eh bien, ils étaient confus. Ou quand nous, on est passé à l'euro, eh bien, on était confus parce qu'on ne connaissait plus exactement les mécanismes. Donc, je pense que c'est important aujourd'hui de se dire que quand on crée une nouvelle devise, ce n'est pas pour exclure quelqu'un, c'est avant tout parce qu'on a une finalité. Et avoir ces forums-là pour pouvoir former les gens, pour pouvoir les rendre autonomes et indépendants. Le dernier point, je pense, qui est important, c'est de se poser la question qu'il y a entre ces devises et ces devises centrales de banque centrale. Parce que le contrôle ultime, c'est bien sûr la devise qui est contrôlée par la banque centrale, qui peut donner une valeur à n'importe quel panier de biens que vous avez. Je pense que là, on va trop loin. Donc, il va y avoir un juste milieu. Et il va y avoir une convergence. Donc, toutes ces conférences sont importantes. Et ça, c'est juste ma position qui est basée sur le fait qu'en 2001, j'ai été la première personne en Europe à obtenir une licence d'argent électronique de la Financial Services Authority en Grande-Bretagne avec une société qui s'appelle Money Booker, qui s'appelle aujourd'hui Skrill. Et donc, j'ai été un des pionniers dans cet environnement en connaissant les dérives, en regardant les travers. Et tout ce qui se passe, c'est ce qu'on vient de décrire ici, il y a énormément de travers. Et je vois la complexité arriver au point que les gens se détournent parce que c'est devenu trop complexe. C'est un peu comme une voiture quand on ne sait plus. Regardez dans le capot comment fonctionne la voiture, on ne sait plus la réparer. On va bientôt avoir besoin de quelqu'un, donc on n'est plus autonome. Et ça, c'est le dernier point sur lequel je voulais parler, c'est que fondamentalement, on nous a formés pour être autonomes. Et dès lors qu'on a besoin d'un tiers pour constamment nous apprendre à se servir de ces devises, eh bien, on perd ce droit à l'autonomie. Et je pense que ça, il faut qu'on le récupère. Dany, toi qui as une maison en or? Pas encore. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Xavier. Je vais continuer dans les commentaires. En fait, je vais déjà commencer par déconstruire quelque chose. Hein. Enfin, déconstruire, vous avez compris. Je mets ça entre guillemets. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que premièrement, j'ai vu pas mal de commentaires en fait passer, et il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec les monnaies virtuelles. Alors, je vais dire quelque chose de très simple. L'euro est avant tout une monnaie virtuelle. Donc, si vous avez des problèmes avec les monnaies virtuelles, vous avez des problèmes aussi avec l'euro. Ça parce qu'on consomme en carte bleue Parce qu'on consomme en carte bleue, parce que la plupart de notre argent passe d'un système informatique à un autre système informatique. Tout ça, c'est électronique. Aujourd'hui, oui, on peut dire qu'il y a les billets, mais les billets ne représentent que, allez, grand maximum 25% de la monnaie qui existe dans le monde. Même moins que ça, oui. Même moins que ça. Grand maximum. Donc, ça veut dire que si tout le monde voulait retirer son argent, personne ne pourrait avoir tout son argent en billets. Ça, c'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle les agrégats monétaires, l'agrégat M1. Maintenant, puisqu'on parle de Monero, alors moi, j'adore la crypto. Je suis tombé dessus en 2016. J'y croyais pas beaucoup. Je suis retombé dessus en 2018. J'ai vraiment commencé à creuser. Je suis tombé sur le Bitcoin. J'ai adoré l'idée, et j'invite les gens à comprendre ce qu'est l'état d'esprit, parce que derrière en fait des noms, des trucs, il y a un état d'esprit. C'est un esprit d'abord libertarien qui veut redonner le pouvoir de la monnaie aux gens, parce qu'il ne faut pas oublier que Bitcoin est arrivé et a été créé à la suite de la crise de 2009. C'est pour ça qu'il a été créé en fait ce Bitcoin, et il permet en fait de se dire que on peut se passer du système bancaire en étant nous-mêmes le système bancaire. Et ça, c'est très intéressant. Maintenant, aujourd'hui, depuis longtemps, ça commence à un petit peu à infuser, etc., etc. Mais je vais revenir sur un truc important. La monnaie, c'est d'abord et avant tout de la confiance. Si aujourd'hui, on utilise l'euro, c'est parce que tout le monde a confiance en l'euro. Tout le monde a confiance en l'euro parce que tout le monde sait que on peut l'échanger contre quelque chose. Personne ne refuse des euros. Donc, c'est ça la confiance. Et donc, aujourd'hui,
Après, il y a un peu de coercition, quoi. On est obligé d'avoir confiance. Oui, parce que c'est monnaie légale. Mais aujourd'hui, le Bitcoin est devenu légal. Aux États-Unis, aujourd'hui, Donald Trump en a fait vraiment une de ses priorités. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte qu'aujourd'hui, le Bitcoin devienne un actif financier à part entière comme tout le reste. C'est-à-dire comme les actions, comme les obligations, comme tout ce qu'on veut, comme la monnaie. Voilà. Et qu'aujourd'hui, c'est la seule chose qui manque à la crypto, et notamment à certaines crypto-monnaies, qu'est notamment le Bitcoin, Ethereum, qui sont parmi les plus gros. C'est cette adoption, cette prise de confiance vers ces actifs numériques. Maintenant, attention, parce qu'on on parle de liberté d'expression depuis tout à l'heure, il faut quand même que je remette les choses au clair avec Pierre. Pierre nous a parlé du Monero, il faut faire attention. Parce que je ne vais pas aller dans les techniques, mais Monero a subi une attaque 51. Je vais faire très très rapide pour savoir ce que c'est que l'attaque 51. C'est-à-dire qu'il y a une majeure partie des gens qui sécurisent la crypto-monnaie qui a pris le pouvoir. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on a 50% des droits de vote sur cette crypto-monnaie, on prend le contrôle de cette crypto-monnaie. Donc on revient à cette centralisation. Ce qui n'est pas encore arrivé avec Bitcoin, et il y a peu de chances que ça arrive. Donc, si vous vous intéressez à la crypto-monnaie, je dirais, commencez par les plus importants, ceux qui ont fait preuve de leur foi et de leur fonctionnement, c'est-à-dire Bitcoin, Ethereum, et ensuite, pour les autres, faut voir. Voilà ce que je donnerais pour commencer à prendre confiance. Et d'ailleurs, on en avait parlé avec Pierre, parce que c'est vrai, on avait reçu ici aussi un des fondateurs de la June. On lui avait posé la question qu'est-ce qu'il pensait de Bitcoin. J'ai des Junes, hein. J'ai des Junes en physique. Je les ai toujours. Je ne sais pas quoi en faire. C'est problématique, mais j'en ai. Je les ai. Voilà. Donc c'est intéressant parce que du coup, il nous le disait que même lui disait il faut pas avoir que de la June, il faut avoir un petit peu à la banque, un petit peu de Monero, un petit peu de June, un petit peu de tout. Pierre, de tout ce qui a été dit. Sinon, il y a toujours l'or et l'argent, hein, très important. Si je peux juste rebondir dessus, si je reprends c'était dit. Par contre, Ethereum, faut absolument oublier parce que ça a été transformé en une sorte de plutocratie, c'est-à-dire que les plus riches ont le contrôle et ça a été vachement gangréné par le World Economic Forum, etc. Donc c'est pour ça qu'effectivement Bitcoin, très bien pour démarrer, c'est la valeur sûre, etc. Monero n'est pas infaillible, c'est pour ça qu'on parle En fait, c'est comme dans une forêt, hein, il faut plein d'essence de bois et on verra laquelle s'en sort le mieux. Hein. C'est ça qu'on essaye de faire, on unit vraiment tout ce qui est de bonne volonté. La June est très sociale. C'est-à-dire qu'elle a un mécanisme qui est très brillant qui permet de créer une inflation qui est juste et qui répartit de manière très homogène entre les différents participants. Donc c'est très intéressant aussi, on en parlera bien sûr pendant l'événement du 24 au 26. Si je veux juste donner un truc, c'est vraiment bien distinguer tout ce qui est... Parce que je voyais quelqu'un qui parle du prix en commentaire, c'est la différence entre le moyen d'échange et la spéculation et l'enrichissement personnel. Hein, l'idée, c'est vraiment, mettez-vous vraiment dans un cas simple, c'est comment je paye ma botte de radis au marché. C'est vraiment ça concrètement, sans utiliser d'euros et sans dépendre de Rothschild, de banque, etc. C'est vraiment ça le cahier des charges. Donc le prix peut fluctuer, mais en réalité, c'est une bonne nouvelle qu'il puisse fluctuer. Ça veut dire que vous êtes sur une sorte de radeau, ou plutôt un canot de sauvetage, pendant que le Titanic continue de couler. En fait, vous en avez rien à faire du Titanic bancaire, balance commerciale française, dette, etc., puisque vous êtes sur votre canot. Alors, effectivement, ça tangue plus que sur le Titanic, mais par contre, vous flottez. C'est vraiment ça l'image. Et du coup, là, vraiment, l'autre critère vraiment à garder en tête, parce que je voyais qu'il y a des gens qui citaient d'autres projets en commentaire, c'est vraiment que ça soit 100% libre, le code soit 100% open source de A à Z. C'est vraiment le critère. Et donc, dans les commentaires, j'ai vu passer un ou deux noms de projets. Nous, on n'en parle pas à partir du moment où on n'est pas capable d'avoir le code libre, parce que ça veut dire qu'on peut l'auditer, ça veut dire qu'on peut le reprendre s'il y a un problème, etc. Et donc voilà, c'est absolument important. Et donc les applications, les portefeuilles dont on parle sont décentralisés et open source, c'est-à-dire que si l'équipe qui s'en charge arrête ou subit des pressions, eh bien on récupère le code, on relance l'application et on est reparti comme en 40. Voilà.
Magnifique, merci Pierre d'avoir pris le temps de nous en parler. Est-ce que quelqu'un veut répondre encore? Il y en a qui nous demandent des informations pratiques, je vois dans le chat. Moi, je veux juste rajouter un élément, c'est qu'il y a une question qui me paraît importante, c'est pourquoi a-t-on autant de crypto? Et j'ai envie de dire, la liberté d'expression, c'est aussi la liberté d'entreprendre, c'est la liberté d'avoir des projets. Autant de cryptos différentes, c'est ça la question? Oui, pourquoi il y a autant de cryptos différentes? Et j'ai envie de dire, quand on ouvre sa garde-robe, Il y en a 20 on 000. a je ne sais pas combien de t-shirts. Et en fait, compte, on ne se pose pas la question pourquoi on a je ne sais pas combien de shorts, combien de paires de chaussettes. Donc en fait, une crypto, c'est un stock d'un élément dématérialisé ou physique, comme une devise. Et bien chez nous, si jamais on fait l'inventaire de tout ce que l'on a et qu'on essaye de convertir cela en argent, donc j'avais travaillé en 2003, 2004 sur un projet qui s'appelait le Digital Reserve. Donc en fait, c'était de donner une valeur à tout ce que l'on a chez soi. Et bien sûr, c'était intéressant puisque j'avais un stock de t-shirts, j'avais un stock de chaussettes et bien il y a quelqu'un qui a créé Vinted. Et en fait, qu'est-ce qu'il a? Il pourrait créer la crypto-devise qui s'appelle Vinted, c'est-à-dire on va échanger tout ça et au moment, il va trouver un marché. Donc je pense que la véritable chose, c'est peu importe le nombre de devises, à un moment ou à un autre, il y a les lois du marché qui vont jouer. Ces lois du marché, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, celles qui sont les plus résilientes, celles qui sont les plus transparentes, comme Pierre a dit, celles en lesquelles on peut le plus avoir confiance, eh bien, c'est comme les voitures. En fait, on va acheter celle qui va nous plaire le plus et celle qui va correspondre le plus à nos besoins. Et aujourd'hui, on est au début, on va dire, de cela. Et il ne faut pas empêcher l'initiative. Si on empêche l'initiative, je rappelle qu'en 1996, il y a eu la déréglementation des services financiers. Deuxième directive européenne, c'était justement pour empêcher les banques d'avoir un monopole. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a mentionné ici, les banques nous ont volé notre argent, elles nous ont volé notre monopole. Donc aujourd'hui, il faut laisser libre cours à cela, l'encadrer du mieux qu'on peut, ne pas se tromper, ne pas prendre de risques. Et au moment où il y aura maturité de ce marché, parce qu'on n'est pas en maturité de ce marché, eh bien, on trouvera peut-être le Bitcoin et 2 ou 3 autres et des concurrents. Pierre, du coup, quelques informations pratiques, puisque les gens demandent, mais avec Monero, alors il y en a beaucoup de questions sur le Bitcoin, parce que je pense que ça fait plus écho dans la culture des dernières années. Mais du coup, Monero, par exemple, comment les gens peuvent faire avec le wallet dont tu as parlé tout à l'heure? Comment est-ce que demain, ils peuvent acheter, on a dit en commentaire, la botte de radis Comment tu l'achètes Très concrètement, ils vont sur tout le monde, je vous invite à aller sur le site banque-exit.org. Vous allez dessus, vous allez dans tutoriel, je crois, ou article, et vous avez le tutoriel en 10-15 minutes chrono qui vous montre exactement l'application qu'on a sélectionnée, la plus libre et facile à utiliser, qui s'appelle Cake Wallet. Cake comme un gâteau et wallet comme un portefeuille en anglais. Et donc vous téléchargez ça. Après, le tuto explique comment en acheter si vous le souhaitez. Encore une fois, c'est pas obligé. Et n'y allez surtout jamais trop fort, hein. Achetez toujours un tout petit montant. On parle ici de moyens d'échange et pas de stockage de valeur. Si vous voulez stocker, c'est pas mon job. Et ensuite, quand vous voulez dépenser, je voyais comment je fais pour ma botte de radis, bien, vous avez 2 moyens. Vous avez la carte banque-exit.org/map, la carte des commerces en France. Je ne peux pas la partager là, mais vous allez voir, c'est magnifique. Ça pullule un peu de partout en France. Et si vous habitez dans un coin reculé, eh bien, on est en train de lancer l'épicerie libre. On parlait de maturation de tout cet espace. Eh bien, c'est en train d'arriver. En gros, c'est un site web, pareil, décentralisé, libre, où n'importe qui peut proposer des produits et des services. Et ils vont être payés en Monero ou bien en Bitcoin et à terme en June. On laisse effectivement la possibilité à la section naturelle des monnaies. C'est la version moderne du troc, on va appeler ça. Et du troc, oui. Alors le troc, c'est très peu efficace. Malheureusement, c'est un retour. On était la 6e puissance mondiale. Si on retourne au troc, voilà, l'iPhone contre le pneu, c'est un petit peu compliqué. Mais je dis c'est la version moderne. J'ai pas dit que c'était retourner au troc. Mais je le voyais dans les commentaires. Voilà, le troc, c'est compliqué. Enfin, ça marche très bien en temps de guerre absolue, mais voilà. Et donc, vous allez sur la carte, ou bien vous allez sur l'épicerie libre, et là, vous ferez livrer de manière anonyme vos colis avec des bonnes choses françaises. Ah bah super, merci de partager. Il n'y a pas de quoi. Donc vous avez la carte, donc il y a un boulanger, quelqu'un a demandé, il y a un médecin, il y a un fermier, il y a des maraîchers, ça se fait de plus en plus. Et voilà. Et ensuite, vous pourrez vous faire livrer de manière anonyme chez vous. Et ça sera du circuit quasi direct, il y aura juste une livraison entre les deux. Donc là, on prend un exemple concret. Moi, j'ai déménagé à Marseille. Donc là, par exemple, j'ai quoi là pour payer là? Alors attends, on va aller voir. J'ai 6 trucs.
Voilà. Hop. Donc déjà, je crois que tu as une pizzeria, tu peux aller parler pour aller manger. Nous, on focus vraiment sur Ah. pouvoir se sustenter, hein, c'est la base. L'alimentaire et les restaurations. La Et pizza, ensuite, c'est au la fur et à base. mesure, on va monter. Vraiment, merci d'avoir pensé à la pizza d'abord. Il y a un dojo Genki aussi, là. Ah, on peut même faire des arts martiaux en Monero. Et- Moi, j'ai une Ah, question. attends, il y avait Damini depuis tout à l'heure, mais il met 10 secondes à se lancer. Voilà. Ah. Et pardon, et pour Je suis un terminer, moteur si vous diesel, avez un désolé. commerce qui vous plaît ou un Ça commerce démarre visuel, doucement. Attends. Ah pardon. Si vous avez un commerce visuel, eh bien, vous allez tout simplement le voir et vous lui proposer d'accepter Bitcoin ou Monero. Et il télécharge l'application Cake Wallet comme vous, en fait, et vous le payez, en fait. C'est aussi simple que ça. Il n'y a plus besoin de banque. On peut vivre sans banque. Il n'y a plus besoin de TPE. Il n'y a plus des frais bancaires. Il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus Visa, Mastercard. Tout ça, ça dégage. C'est vraiment de portefeuille à portefeuille et vous mettez sur la carte si vous le voulez. Attends, mais Voilà. c'est pas mal parce que quand même la carte, c'est vrai que je l'avais pas poncé. Excuse-moi, attends, juste on Oui, finit sur pas la de carte souci. là. Mais il y a pas mal de, il y a quand même pas mal de trucs. Hein. Là, regarde, là, si même tu vas à Toulon, alors c'est un début, j'imagine. Là, c'est à Ouais. Monero, on en parlait pas beaucoup il y a quelques années. C'est ça. Mais là, t'as bon, Villa à Villa, je sais pas ce que c'est exactement, mais la Riviera, est-ce que ça doit être un hôtel, j'imagine. C'est intéressant. Donc ça veut dire que Romain, ce qu'il y a surtout, le modèle qu'il y a, c'est un modèle viral. En fait, c'est-à-dire que c'est toi qui vas agir comme le commercial, on va dire, du système. C'est tu vas chez quelqu'un et tu lui dis, tu vas lui apprendre. Donc, quand tu es titulaire de tes devises, tu vas l'inciter. Donc, en fait, ce genre de choses, c'est si jamais il y a 10 000 personnes qui vont chacun inciter 2 personnes, eh bien, ils vont se retrouver avec 20 000 C'est ça. points de, on va appeler ça point de vente exactement. ou point de contact. Et tous ces systèmes, la beauté, c'est à partir du moment où il y a ce système qui devient viral, c'est là où on commence à y voir l'utilité. Et la difficulté, c'est toujours de franchir la première étape de la taille critique, on va dire. Et là, la botte de radis, attends, je finis juste là-dessus. Là, la botte de radis, par exemple, au marché, à la fin, tu veux dire que cette viralité peut faire que même le marchand. Le marchand, il Même peut le se maraîcher dire, peut- tiens, ça m'intéresse, donc il peut avoir un portefeuille. Et puis après, lui-même, il a son portefeuille, il peut aller chez le boulanger et dire, tu l'as pas, mais je peux t'inciter à l'avoir. Et une petite question vite fait pratique, c'est est-ce qu'on peut convertir ces Monero en euros en cas de besoin? Bien sûr. Et après, la loi dit, en tant que bon citoyen, vous devez verser une taxe sur la plus-value, exactement comme c'est les actions. Mais en fait, l'idée, c'est ne plus jamais, et la bonne nouvelle que vraiment je répands partout, c'est qu'on n'a plus besoin de repasser en euros, on n'a plus besoin de... On peut vraiment switcher complètement. Et sans être marginalisé, etc. hein. Mais ça, Ah c'est bon, pour on peut vivre éviter la normalement. spéculation. En fait, la taxe sur la plus-value, c'est parce qu'il y a eu énormément de spéculation. Et comme il y a eu l'appréciation de la Bitcoin, et il y a des gens qui sont devenus excessivement riches, il est évident à un moment ou à un autre que ce qu'on veut, c'est éviter. Il ne faut pas confondre spéculation et puis détention d'un moyen de paiement qui va se permettre de se subsister. Et le problème que l'on a, mais c'est la même chose avec les marchés financiers, avec les marchés des options. Les banques ont commencé à gagner de l'argent plus qu'avec l'économie réelle en tradant des options. Alors que les options, à l'origine, c'était des outils financiers pour se protéger contre des risques. Oui, Et, le hedging. c'était du hedging. Mm. Et tout ça, c'est quand on comprend bien que qu'est-ce que c'est que l'objectif de ces devises, ce n'est pas de faire de la spéculation. Donc, à un moment, la fiscalité, elle est là comme étant une incitation, on va dire, à éviter la spéculation. Ouais, ce que je voulais dire, je voulais juste repris vie. rebondir sur tout ça. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, l'importance, c'est l'adoption. Donc, aujourd'hui, comme on disait, c'est né en 2009, la crypto-monnaie et le principe, cette technologie de la blockchain. Alors, faut remettre ça un petit peu à Internet. Aujourd'hui, Internet, c'est facile, c'est très simple, on prend son téléphone, ça va ultra vite, etc. Mais la blockchain, c'est encore très récent. Et donc, il faut encore le temps de développer cette technologie, etc. Mais ce qui est important, c'est de comprendre le principe. Si on est une personne qui ne veut plus donner autant de puissance à des banques centrales, Aux banques. Ah oui. à des pays, c'est de ça que je parle. Tout à fait. On commence déjà par s'intéresser à la blockchain et puis ensuite à la crypto. La première étant Bitcoin, ok.
il en existe plein d'autres avec plein d'autres idées et plein de visions différentes, etc. Mais ça commence par apprendre des nouvelles choses, et notamment ce qu'on appelle le wallet. Wallet veut dire portefeuille en anglais, donc portefeuille électronique. Il en existe des tonnes, Kepler, MetaMask, il y en a Rabi, il y en a des tonnes, mais c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Et si on s'intéresse à essayer de rééquilibrer cette puissance monétaire face à des personnes qui ne veulent pas forcément notre bien, il faut s'intéresser à la blockchain et à la crypto-monnaie parce qu'elle a été créée pour nous et par nous. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que c'est super ce que là on nous montre et tout, les cartes, etc. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'en Asie, moi je vais bientôt en Thaïlande, c'est monnaie courante. Et ce qu'on se rend pas compte en France, c'est que on croit que c'est nouveau, que ça n'existe pas, que c'est un truc de geek qui vient d'arriver, etc. Pas du tout. Dans d'autres pays, la crypto, justement ce sachet de radis qu'on veut sur le marché de Bangkok, aucun problème avec mon wallet. Hein. C'est juste une question d'adoption. Et c'est important de le rappeler, c'est parce que je peux me permettre. En France, on a été quand même à l'avancée et à la création de beaucoup de choses technologiques dans le système financier. On avait Gemalto qui avait inventé les premières puces qui ont été dans les cartes bleues. Donc pour ceux qui ne s'en souviennent pas, on avait le système carte bleue en France. Hein, CB, ouais. Avant, on va dire, même le système Visa et Mastercard. Donc, quand on regarde un petit peu toutes ces avancées technologiques, il suffit de faire des parallèles. Quand vous aviez vos CD chez vous, en fait, vous aviez peut-être 100 CD. Aujourd'hui, vous n'avez plus vos CD, vous avez 10 heures, et donc c'est la même chose. Vous avez digitalisé votre portefeuille de CD et tout le monde est super content d'avoir toute sa musique dans son téléphone. Eh bien, il se trouve que ces wallets, ce n'est rien d'autre que un outil technologique qui permet justement d'avoir tous ces CD digitalisés dans une même place. Et on peut, du coup, c'est beaucoup plus portable. Bien sûr, il y a des risques technologiques de sécurité, il faut les sécuriser, mais ça a des avantages. Ceci dit, on peut ne pas aimer certains morceaux de musique et on ne va pas les acheter. C'est exactement comme les devises, comme les crypto-devises. Il y a certaines devises qu'on va acheter. Et pour finir sur ce point de sécurité et sur ce point d'utilisation, c'est qu'il y a des morceaux de musique qu'on utilise plus souvent que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on les aime moins. C'est-à-dire qu'il va y avoir des outils technologiques, des devises, des crypto-devises qu'on va utiliser plus souvent parce qu'elles vont être culturellement entre certaines communautés plus utilisées. Et je pense qu'on va retrouver une forme de souveraineté au travers de ces devises. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui parlait du franc libre, de Alexandre Juvin-Brunet. Il faut quand même se rappeler une chose, c'est que toutes ces initiatives, elles peuvent être... on peut les attaquer, mais en fait, il faut regarder avant tout la sécurité de manière à avoir confiance dans le système. C'est une crypto, hein, celle de le franc libre. C'était pas une crypto. Là, ça devient une crypto. Ça devient une ça crypto. reste centralisé. Et au début, c'est pour ça à notre goût, mais c'est une initiative qui en fait, c'est ça, c'est la sélection naturelle, et on verra bien si un modèle centralisé réussit à tenir. C'est très difficile parce que, évidemment, ils essayent de tomber dessus, quoi. Mais moi, je suis d'accord avec Pierre, il faut faire attention à la centralisation et à la règle des 51, parce qu'ici, en fait, on peut se retrouver avec un abus de majorité. Et puis surtout, on vient à l'ancien système. Et c'est pas l'intérêt. Il y a Adrien qui a une question depuis 1789. Non, je pense qu'il y a dans ma question que j'ai posée des réponses qui m'ont été données, mais nous sommes en France, peut-être ça pourrait expliquer aussi notre retard par rapport à la crypto-monnaie, notre rapport à la monnaie. Nous sommes dans une société à la redistribution, nous sommes une société qui justement finance des structures, que ce soit l'éducation, que ce soit les soins et la santé, même si les gestionnaires derrière derrière justement cette redistribution sont mauvais actuellement, hein. On peut voir juste le bilan qu'ils en ont fait. Est-ce que, ma question en fait elle est simple, est-ce que se lancer dans une crypto-monnaie, est-ce que se lancer, que ce soit pour le Bitcoin ou Monero, ne risque pas d'extraire justement des finances, du circuit monétaire, des actifs, ou en tout cas de l'argent qui pourrait être nécessaire dans ce circuit? Je peux répondre en 2 secondes?
à sa question. 2 secondes et puis Pierre. Après. Ok. C'est son émission. J'ai cette truc, elle a l'air délicieux. Je sais que tu en avais envie. Ouais, mais je te le trop vends. de bruit, je pouvais pas l'ouvrir. Oui, c'est vrai. C'est son exemple. Je te le vends pour quelques satoshi sur mon wallet. J'ai juste à le transférer et je te donne ça. Ça te va? Oui, d'accord. Ok. Et ben voilà. C'est énorme. Vous venez de voir en Là, live, c'est trop en aussi. direct, que c'est une question de confiance et c'est une question de prendre en fait adoption et prendre en considération, lui donner une valeur. C'est le fait de donner une valeur à quelque chose. On donne une valeur à l'euro, c'est pour ça qu'elle a de la valeur. Oui. Là, en fait, on vient de donner de la valeur à travers ce truc-là Oui, bien sûr. à la crypto avec ton wallet et mon wallet. Mais On vient de l'échanger. Je ne pense pas que c'était ma question. Enfin, c'est mon inquiétude, ou en tout cas mon interrogation, c'est dans notre système social, avec la redistribution des richesses, est-ce que ceci peut fonctionner? Ah oui. Ça. Il suffit Oui, qu'on le oui. décide. Mais en fait, on en fait ce qu'on veut. C'est En vrai. fait, on en fait absolument Oui, ce qu'on d'accord. veut. C'est nous qui définissons les règles. Donc, en fait, à nous de plancher sur la question. C'est l'intérêt de se voir fin octobre. C'est de dire, voilà, bon, on s'est mis d'accord, on s'est utilisé ça, on s'est acheté. Alors, je sais pas ce que c'était un jus, j'ai pas vu. On peut Madeleine. acheter un jus, une botte de radis, très bien. Madeleine, Maintenant, je crois. est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui, c'était une madeleine, super. Très bonne. Est-ce qu'on peut faire jouer collectif? C'est-à-dire, par exemple, là, nous, on avait fait une cagnotte pour les agriculteurs. Bon, bah, les gens ont donné. C'était la toute première en France. Hein, il y a eu 550 €. Et bah, personne n'a pu la censurer, puisque par définition, si vous arrivez à casser ça, d'une part, le fisc américain vous offre, c'est combien? 650 000 $ parce qu'il rêve de pouvoir casser ce système. Et d'autre part, ça veut dire que vous avez coupé Internet. Enfin bref. Donc, on fait des cagnottes, et puis après, on peut aller plus loin. On peut dire, on peut aider les personnes en difficulté. On peut redéfinir, j'en sais rien, au niveau local, au niveau d'un village. En fait, on peut se dire, on fait un fonds citoyen où on va financer la reconstruction de notre village, ou en tout cas l'entretien du paysagisme. En fait, on peut tout faire. C'est à nous de le vouloir. Et voilà, faut accepter. Pour les gens qui se disent que c'est trop compliqué, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Là, je vous montre un portefeuille. Ah ouais. C'est beaucoup plus simple que d'ouvrir un compte en banque. Je sais pas si ça va faire le focus. Ouais, non, ça va être. Il l'a mis J'ai en trop de grand, lumière. Hop, C'est ça extrêmement comme ça. simple d'ouvrir un wallet. Voilà, il y en a pas beaucoup. Et on demande d'avis à personne. C'est c'est ça. ça qui est Et en génial. fait, vous allez voir que c'est plus simple que d'aller voir un banquier. Et vous pouvez faire autant de portefeuilles que vous voulez et vous envoyer autant d'argent sans limite que vous voulez à l'autre bout du monde en quelques secondes. Donc c'est juste une technologie supérieure et maintenant, il faut qu'on la fasse rentrer dans un projet de société. Je vais C'est rappeler notre un peu à objectif. l'origine ce que c'était tout ça, parce que en fait, quand vous ouvriez un compte en banque, c'est assez compliqué. On va vous demander un certain nombre de pièces d'identité. La déréglementation de 1996, ce qu'elle a fait, c'est elle a permis, en fin de compte, d'ouvrir un compte bancaire juste avec une adresse email ou un numéro de téléphone. Et vous n'aviez plus à prouver votre identité de suite. Vous aviez 30 jours pour les prouver. Donc, c'est preuve d'identité et preuve d'adresse. Et vous pouviez mettre même de l'argent dessus. Donc déjà, ce que ça a fait, c'est ça a rendu bien plus facile l'ouverture de compte. Ça, c'est un point qui est un avantage concurrentiel pour tout ce qui était débancarisé. Il faut se penser une chose, c'est que quand on vient en France et qu'on n'a pas de travail et qu'on n'a pas de fiche de paie et qu'on n'a pas de ça, c'est impossible d'ouvrir un compte en banque. Le deuxième élément, c'est vous essayez une famille qui veut envoyer de l'argent au Pakistan ou n'importe où, vous aviez des coûts qui étaient exorbitants. Donc les coûts de transfert de cet argent étaient très chers. Et ce que ça a fait, c'est ça a fluidifié. Donc la démultiplication en train de la concurrence, ça a fait baisser les frais de transfert, ça a fait baisser les frais, les droits d'entrée dans les fonds, et ça a facilité les échanges. Alors c'était très simple, il suffit de se rappeler une chose. Pour envoyer de l'argent de France au Pakistan, vous me donniez votre adresse email, je t'envoyais 100, peu importe la devise, tac, et toi, ce que tu avais, c'est tu avais reçu l'argent de manière instantanée, sans interférence avec le système bancaire. C'est hyper efficace. Donc, c'est juste une écriture comptable. Et ça rendait tout le monde bien plus content et bien plus rapide. Donc, pour revenir à la question d'Adrien, qui est à mon avis importante, c'est comment ça peut aider à la redistribution. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est les premiers usagers, avant même que les crypto-devises utilisent, c'est les premiers usagers de ces systèmes d'argent électronique, parce qu'une crypto-devise, c'est de l'argent électronique, hein, comme Dany l'a dit tout à l'heure, c'est un euro, eh bien, la première des choses que ça a fait, ça a permis à des gens de certains pays, comme en Angleterre, en France, où vous avez de l'argent, de renvoyer de l'argent en Grèce, parce que mamie avait plus les moyens de se payer, et donc elle recevait son argent instantanément. Et tout ce qui est wallet et tout ce qui est devise, ce n'est juste qu'une conversion locale avec un outil
Comme on aurait pu acheter des petits pois ou des CD. Alors, je marque juste un temps mort là-dessus, parce que je vois tous les commentaires que Miloun nous fait justement remonter du chat. Et en fait, le débat, vous ne parlez même pas la même langue que certains qui sont dans le chat. Je dis pas qu'il y en a un qui a tort ou qu'il y a un qui a raison. Le débat est passionnant. Non, on sait. C'est qu'en fait, ce qui est fou là-dessus, c'est que dans le... Moi, je ne sais pas où me situer, le débat m'intéresse. La réflexion m'intéresse. Parce qu'en fait, là, dans le chat, je vois que les gens ont peur, non pas que ça ne fonctionne pas, mais qu'on aille sur un système. T'en parlais tout à l'heure, en fait, on est déjà dedans, on fait des virements en ligne. La monnaie numérique, elle est déjà là. Je crois que c'était toi, Dany, qui le disait. Mais finalement, on sent que les gens ont, même avant de parler de Monero, de la June, et de Bitcoin, et de sortie de banque, les gens en ont marre, comme si, là, les personnes qui sont dans le chat, je ne sais pas quel échantillon représentatif c'est de la population, mais en ont marre déjà de ne plus être aux espèces. Après, là, on reviendrait à un monde où tu gardes tout ton argent chez toi, tu te fais des tables basses de billets de 500. Je sais pas comment ça se passe, mais vous voyez que en fait, vous parlez même pas la même langue que les gens dans le chat. C'est ça qui m'intéresse. Parce que vous parlez des opportunités qu'il y a là-dedans. Moi, je trouve que ça a l'air de tenir la route finalement. Mais alors, qu'est-ce que... Tu veux répondre là-dessus ? Pire que ça, il faudrait demander au chat, aux gens du chat, savoir qui est content de sa banque et de ses tarifs. Là, je pense que on atteint des stratosphères d'insatisfaction à un niveau. Ma question pour aller faire le porte-parole des gens du chat, c'est est-ce que vous pensez, vous par exemple, ou d'autres autour de la table, parce que messieurs les experts sont peut-être biaisés là-dessus, mais est-ce que vous pensez que c'est possible de revenir comme l'imagine, est-ce que c'est un fantasme de pouvoir revenir Moi j'ai du mal à imaginer, c'est pour ça que c'est vrai que je suis plus sensible aux idées de Pierre, mais... Surtout a priori avec un Frexit pour reprendre le contrôle au niveau national, au moins de la monnaie. Alors après, bon, mais c'est juste qu'on sent bien que c'est pas imminent, si vous voulez. En fait, en gros, c'est une histoire d'échelle de temps dans le chat et ce qu'on dit, c'est potentiellement nous, on est un peu alarmiste sur ce qu'on a vu, ce qu'on a compris, ce qu'on a calculé, et on se dit bah il faut une solution pour dans les 5 ans, 10 ans. L'économie pendant ce temps-là dérape, la dette augmente et en gros, ben, tu peux faire toutes les simulations que tu veux. On a 80% de chances que ça parte en mode comme la Grèce, etc. et que ça termine mal. Et en fait, c'est juste un équilibre. C'est-à-dire que peut-être qu'on est un petit peu en avance ou un petit peu trop alarmiste peut-être par rapport à la situation, peu importe. Mais au bout d'un moment, bah, les gens vont dans leur quotidien vivre suffisamment de galères, et c'est ce que je vois sur le terrain, pour qu'au bout d'un moment, l'équilibre entre passer à l'action, c'est-à-dire télécharger une app ou s'imprimer un chèque, je vais en parler après, VS, ma situation actuelle dans ma banque qui me demande des scans du visage en 3D, etc., 12 000 papiers, au bout d'un moment, ils disent « fuck, afuera », et on passe à autre chose. Et c'est vraiment cet équilibre-là, et il y a des gens, au fur et à mesure, qui basculent. Il y a 3 ans, quand j'étais dans la rue en train de manifester, mais aussi d'aller voir les commerçants en leur disant bah, « venez, on passe à autre chose », bon, bah, il y avait 1 sur 20 qui était à la limite à l'écoute. Aujourd'hui, franchement, un commerçant sur 3 ou 4 va vous répondre et vous allez pouvoir discuter avec lui. Vous parlez d'inflation, ça lui parle. Vous parlez, voilà. Et donc, vous êtes plus pris pour un fou. Et donc, voilà, le niveau d'éveil général avance. Et puis, au bout d'un moment, eh ben, ça va basculer naturellement. Ce qu'il faut juste, c'est qu'on soit mis assez d'accord sur les solutions et puis qu'on ait défini les outils les plus faciles pour que de 18 à 99 ans, tout le monde puisse les utiliser. Notamment à partir de 70 ans, souvent on me dit oui, mais moi je suis attaché au papier. Bah, on est même allé jusqu'à inventer le chèque Monero, ou plutôt reprendre l'idée géniale qu'avait eu la June. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Tac. Voilà. En fait, c'est une sorte de planche de. Pardon. Hop. Je vais remettre comme ça. C'est une sorte de planche de billets à ordre, en fait. Donc vous pouvez générer sur le site qui est en ligne, qui est libre aussi, vous-même vos chèques papier. Vous chargez en crypto-monnaie, laquelle c'est vous qui choisissez, et puis ensuite vous n'avez plus besoin d'internet entre guillemets pour échanger de la valeur. Donc pour ceux qui sont très attachés à quelque chose de physique, eh bien, vous pouvez maintenant imprimer. Alors ce n'est pas des billets, c'est à usage unique, mais voilà, c'est une nouvelle forme de moyen d'échange. Et j'aimerais ajouter un élément. Il y a quelqu'un qui disait il faut à tout prix garder les espèces. Donc en fait, chaque classe d'actifs présente ses avantages et ses inconvénients. Et quand on parle d'avantages, c'est très bien, mais quand on parle des inconvénients, on parle des risques. J'aimerais quand même rappeler une chose, c'est que si jamais on rentre dans une période de crise financière importante, on risque d'avoir une hyperinflation. Quand vous avez des papiers, quand vous avez des espèces, eh bien, vous ouvrez à un risque énorme de la dévaluation de votre devise. Perte de valeur. De la perte de valeur. Donc, il faut avoir un mix de tout.
C'est ça. Hein. Donc l'espèce, c'est une classe d'actifs, enfin on va appeler ça le cash, mais dedans, il y a différents types, on va dire, d'actifs, et il faut aujourd'hui, pour être résilient contre toutes les situations économiques, il faut avoir un mix. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait vous êtes plutôt team Bitcoin ou team cash? Ah, c'est moi dans le chat. Ah ouais, c'est voilà. Bon, ben, moi, en fin de compte, j'ai envie de dire je suis pas en même temps, je suis entre les deux. Je pense qu'il faut, en fonction de ses besoins, définir ses besoins de liquidité, regarder son horizon de temps. On revient toujours à la planification financière et aux échanges. Donc, il y a deux objectifs dans le monde de la finance. Tout espèce, tu crois à aucun moment. Mais tout espèce, il suffit d'aller au Brésil, de regarder avec une hyperinflation, on garde tout son espèce, en un an, on perd 15% de la valeur, de son pouvoir d'achat. Donc je considère que c'est très bien si on va dépenser tout son argent, mais garder tout en espèces et le mettre dans le coffre-fort, ce que faisaient nos grands-parents, ça a dévalorisé, ça a fait perdre beaucoup d'argent à des individus. Donc garder tout en Bitcoin, ce que ça va avoir des risques dont Pierre a parlé, donc perte de liquidité, concentration avec la règle des 51%. Donc, il faut, à un moment ou à un autre, se dire on a la chance, encore une fois, d'avoir une forme de marché quasiment libertarien, on va dire, dans les devises, chose que nous n'avions pas il y a quelques années. Exactement. Et on ne va pas s'empêcher, on va dire, de l'avoir. Je pense qu'il faut essayer d'aller jusqu'au bout de la démarche, tout en prenant le maximum de précautions. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre tout sur le numéro 23 à la roulette, hein. Il faut avoir un petit peu de chaque case. Construisez un monde vous-même en vous excluant les enfants. Ouais. C'est Nathalie qui met plusieurs commentaires. On veut rester à l'espace, Nathalie. Non, les enfants, ils ont le droit, c'est juste sous supervision des parents, quoi, c'est tout. Non, Nathalie disait à plusieurs reprises qu'elle préfère. Et d'ailleurs, un commentaire intéressant, une personne disait mais est-ce que vous pensez à la petite souris? Mettre le petit piège derrière le. C'est intéressant parce que beaucoup militent, en tout cas pour le maintien de l'espèce. C'est pour ça qu'on a parlé des pièces d'argent. Je vais rajouter juste un élément sur les enfants. T'as déjà assez parlé, il y en a d'autres qui veulent. Oui, mais c'est important ce point-là. Parce que justement, ces devises permettent de donner le pouvoir d'achat aux enfants que les banques ne permettaient pas, parce qu'en fait, pour être bancarisé, il faut avoir un certain âge. Et donc aujourd'hui, avec ces systèmes, ça permet justement d'avoir un wallet à des enfants très jeunes. Alors attends, il y avait la question de Miloud. Moi, question pour Pierre, il y en avait plusieurs. Une personne qui demandait, il y a très longtemps dans le chat, je ne sais plus qui c'est, désolé. Ouais. Est-ce que la monnaie numérique est assujettie à la TVA? C'est une première question. Et il y avait une deuxième question intéressante alors pareil, je ne sais plus qui l'a posée, désolé. Une personne qui demandait, mais oui, pour les personnes qui bénéficient du RSA ou de revenus un peu pour les personnes handicapées, comment on peut faire? Parce que est-ce qu'on peut fournir un RIB Monero à la CAF, par exemple? Comment ça fonctionne? Il y a beaucoup de questions. Alors attends, Pierre, garde ces questions. Ouais, vas-y, fais rapide. Je fais rapide. La première, je ne sais plus ce que c'était sur la TVA. C'est ça. En fait, en France, la seule monnaie autorisée, c'est l'euro. Ok, je parle de monnaie. Légal. Par contre, en termes de moyens d'échange, on a le droit à plusieurs types de moyens d'échange. Les chèques, la carte bleue, les espèces, etc. L'idée, c'est de dire on change de moyen d'échange. Et donc, vous êtes quand même assujetti à la TVA. Donc, ça veut dire que quand je paye un produit chez un commerçant, que ce soit en Bitcoin, en Monero, ou bien normalement en June, mais la June, c'est un cas particulier, eh bien, je dois payer la TVA. Et en fait, rien n'a changé là-dessus. Par contre, si on part en dystopie, etc., et que l'État s'effondre, eh bien, la TVA, vous n'aurez pas à la payer puisqu'elle n'existera plus et le système, il continue quand même. Alors, vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait, on est un peu dans le système, mais si le système part en sucette, eh ben, nous, on est sur notre canot et on continue. Et du coup, les entreprises ont une comptabilité. On a fait un fichier super facile pour tenir une comptabilité propre. Donc, si vous avez une entreprise, avec plaisir, vous allez sur le site et il y a tout ce qu'il faut. Faut vraiment conclure. Pour le RSA, les fonctionnaires en manière générale, les enseignants ou les gens dans l'invalidité qui touchent des pensions, en fait, il y a un système qui s'appelle Monerium, pas confondre avec Monero. Et là, il génère justement un RIB. Et en fait, l'idée, on n'en a pas beaucoup parlé encore parce que c'était pas la prio encore, mais ça vous génère un RIB. Et sauf que derrière, il n'y a pas une banque, il y a un service qui vous convertit directement en crypto. Et donc, c'est assez génial. Vous êtes fonctionnaire, vous allez voir votre employeur, vous dites j'ai changé de banque, vous donnez le nouveau RIB. Et en fait, en réalité, derrière, vous n'aurez plus de compte bancaire, vous aurez directement de la crypto qui arrive. Et ça change complètement le paradigme. Ça veut dire qu'au lieu d'essayer d'en acheter avec des euros, vous essayerez plutôt d'essayer de le dépenser et de l'écouler. Et donc, ça a un effet d'adoption très, très fort. Donc, c'est possible. Là aussi, il y a des solutions.
Super, Pierre, merci beaucoup, Pierre du collectif Sortie de Banque, d'avoir pris le temps ici. Et rappelle les dates pour tes ateliers de formation. Oui, 24 au 26 octobre et surtout le 25, c'est au nord de Montpellier, même si on propose la visio pour ceux qui sont vraiment loin. Mais vraiment, l'idée, c'est qu'on se voit en vrai. On va parler de moyens d'échange, mais on va aussi faire une ou plusieurs expériences démocratiques parce qu'en fait, après, derrière, ça peut aller plus loin puisque on n'a plus de démocratie directe. L'idée, c'est d'expérimenter tout ça ensemble. Et donc, le site, c'est banque-exit.org/ASDB. Voilà. En une phrase. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, reste avec nous juste 5 secondes de plus. Ouais, juste pour conclure, ça va être extrêmement vite. Pour les gens qui pensent encore que la monnaie papier leur appartient, je pense que c'est le premier travail qu'il faut faire. Si vous prenez un billet, il y a bien écrit Banque Centrale Européenne. Ça veut dire 2 choses. Premièrement, cette monnaie ou ce papier leur appartient et ils en sont l'émetteur. Première chose, ce que vous avez face à ce papier, c'est une dette vis-à-vis de la Banque centrale. Donc, vous n'avez pas de pouvoir. Si eux décident que ce truc-là n'a plus de valeur, c'est terminé. Bye bye. Premièrement. Deuxièmement, si on veut vraiment une adoption par rapport à la redistribution, etc., on veut toucher son RSA, on veut toucher sa CAF, etc., c'est très simple. La première chose qu'il faut faire, c'est vous allez faire une lettre, allez vous déplacer au bureau de votre député et de dire, voilà, moi je voudrais pouvoir recevoir en USDC, USDT, Bitcoin, Ethereum, ce qu'on veut. Je voudrais que vous me représentiez, parce que c'est votre travail, et que cette chose puisse exister. Et si on est des millions à pouvoir faire ça, parce qu'on est un peu dans la 5e République, et c'est la seule manière de pouvoir changer cette chose-là, c'est comme ça que ça se passe. Je ne vous garantis pas du résultat. Lazare affiche mon écran juste pour conclure, parce que la carte, elle est fascinante, parce que quand on regarde en France, on voit que c'est pas extrêmement développé. Il y en a 10 à Bordeaux, 19 activités à Lyon, 29, on est vers où là ? On est vers Bourges là-dedans, 45 à Paris. Mais si on va en Italie, par exemple, Monero, c'est extrêmement développé. On en a 324, 620... C'était ce que tu disais tout à l'heure, oui, c'est ça. Non, mais c'est fascinant. Ouais, exactement. En fait, on est en retard, mais sans cette l'impulsion, là, on est moins en retard. L'Italie, ils en ont 3 à 4 fois plus des commerces. Et c'est juste que nous, en France, on se prend une propagande, mais c'est vrai pour la santé aussi, et tout ça. Et donc, les Français sont beaucoup plus freinés parce qu'ils ont entendu BFM depuis 5 ans, 10 ans. Mais on va y arriver. Dire que c'est une arnaque. Il est là et le rebond français est là. Il y en a beaucoup à Amsterdam, 400. Je suis où là ? Je suis en Slovénie ? Où est-ce que je suis là ? Pas du tout. Quoi ce pays ? Prague. On est le pays leader en commerce Monero. En revanche, si tu filtres avec juste Monero, tu verras qu'il y en a moins, mais on est le pays leader. On en est loin devant maintenant. Intéressant à noter. Merci Pierre. Et allez voir son collectif sur banque-exit.org. Merci Pierre. Bravo Pierre. Pierre. Merci à vous tous. C'était super intéressant. Ouais, passionnant. Merci d'ailleurs aux experts autour de la table. Du coup, on a fait une pierre deux coups avec Xavier Zalbert. Tiens, j'en profite là-dessus. Tiens, on raffiche mon écran sur cette actualité. Courrier des stratèges. Donc c'était il y a 2 jours. Non, c'était hier. L'alerte de la Banque Centrale Européenne qui appelle les Européens à approvisionner du cash. Après une grande campagne sur l'euro numérique. Entre 70 et 100 euros. C'est dingue. La Banque Centrale Européenne. Ça te fait 1 an direct, sans problème. L'importance de garder du cash à la maison pour faire face à des troubles. Donc, lisez l'article, c'est marqué que dans les troubles, on ne sait pas de quoi y est. Donc, cas de crise de force majeure, chaque citoyen devrait conserver chez lui de quoi tenir 70 heures. Ils ne vont pas aller très loin avec 70 à 100 euros. Hein. Ouais, 72 heures. Surtout en 2025, ouais. Je pense qu'il y a 20 ans, alors qu'un conseiller financier lambda va vous dire il faut avoir 6 mois de liquidité sur son compte pour être en sécurité.